De retour à votre émission favorite, Tout savoir, nous sommes toujours au Musée canadien de la guerre pour la journée de commémoration du jour du souvenir. Et cette fois-ci, j'ai la chance de parler avec deux bénévoles avec qui j'ai beaucoup jasé avant notre entrevue. En tout cas, vous allez les aimer. Avec moi, on a Daniel Roy et Marcel Lavigne. Et nous sommes dans la galerie Le Breton, où est-ce que chacun d'entre vous va nous raconter une petite histoire par rapport à un de ces appareils qui se trouve ici. Mais pour commencer, Marcel, quelle est la signification pour toi de la journée du souvenir? Qu'est-ce que ça représente pour toi personnellement? Mon père était militaire. En fait, quand je suis né, mon père était déjà militaire. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a servi à l'extérieur du pays. Il a servi en Corée. Il a servi aussi au Congo. Quand il est mort, moi, je suis devenu militaire. Est-ce que c'est à cause de ton père que tu es devenu militaire ou... Ayant grandi dans le milieu militaire, le milieu militaire t'attire vers le milieu militaire. Le 11 novembre me rappelle les personnes qui ne sont plus là. C'est des personnes qui ont donné leur vie et qui sont revenues à la maison, mais ne sont plus les mêmes personnes. Et c'est des jeunes adultes qui ont vu la détresse un peu partout à travers le monde et ont eu un degré de maturité qu'on ne trouve pas dans le milieu civil. Fait que c'est ça que le 11 novembre me fait penser. Waouh, c'est fort. Qu'est-ce que tu viens de dire là, que lorsqu'on revient, on n'est plus jamais pareil. Je pense qu'on pourrait faire 1 heure là pour en parler, mais on va se contenter de cette réponse-là et puis peut-être y revenir une autre fois. Et toi, Daniel, en tant que personne qui a servi aussi pour son pays, qu'est-ce que ça représente pour toi ce 11 novembre? Journée de souvenir, oui. Marcel l'a bien dit. Moi, on rentre dans un moment de réflexion. On pense aux gens qui sont décédés durant les combats. On pense aux gens qui sont revenus et ils ont des blessures invisibles. Alors, leur intérieur est complètement bouleversé face aux choses qu'ils ont vues Oui. durant leur déploiement. On pense aux familles qui ont perdu. On pense aux petits-enfants qui regardent des photos de leur grand-père, des oncles. C'est pas de la tristesse, il y a beaucoup de joie là-dedans, mais c'est des moments de réflexion. Et de beaucoup de mélancolie aussi. Oui, effectivement. Mais c'est triste. Il y a des fois des larmes, ça c'est garanti. Mais aussi il y a des étincelles de joie là-dedans parce qu'on voit les petits jeunes, ils sont tous souriants et ils s'amusent bien. Et il faut comprendre que pour arriver à un moment où la jeunesse peut avoir un sourire, il faut passer par des moments d'extrême violence. Et le soldat, lui, il est prêt à sacrifier tout pour arriver à ces moments de paix, parce que l'être humain, il est comme il est, et la guerre, c'est... Ça peut arriver à n'importe quel moment. Oui, on le voit en Israël, il n'y a pas longtemps passé, alors c'est comme ça. J'aurais dû commencer mon entrevue en vous disant merci à tous les deux parce que, mine de rien, comme tu viens de le dire, Daniel, on donne de sa vie. On donne pratiquement, pour certains, toute sa vie à servir dans l'armée. Et est-ce que c'est à cause du fait que vous voulez, je vais dire, peut-être toujours raconter cette histoire de votre service que vous êtes engagé comme bénévole ici au Musée canadien de la guerre? Peut-être? Vraiment, la raison que je me tiens dans la galerie 2, dans la partie de la Première Guerre mondiale, je parle avec les visiteurs. Souvent, ce sont les visiteurs qui me donnent des instructions. OK. Oui, parce que eux, des parents ou des grands-parents, ont vécu la guerre. Puis eux en ont parlé à des amis, mais je suis des nouveaux oreilles. Ils me content leurs histoires. Ils me racontent leur vie. J'apprends. Wow. À partir de ce message-là, à partir du texte, on parle à d'autres personnes. Je bâtis une image d'une personne
puis je peux en parler à une autre personne, prendre de l'information d'ici, de l'information de là, et bâtir une personne. Je peux leur conter des histoires basées sur leur... Donc, en tant que personne bénévole ici, tu es toujours en train d'apprendre sur l'histoire Oui, aussi. toujours apprendre à attendre, puis je vais parler, je ne parlerai pas des armes, mais je vais parler du militaire qui à 16 ans, a décidé de s'enrôler en octobre 1914, parce que lui, c'était une grande aventure. Puis, il revient à la maison en 1919, parce qu'il y a tellement de monde à ramener. Il revient à la maison en 1919. Le monde a changé. Puis, c'est ça que j'essaie de passer comme information aux visiteurs. Wow. Et toi, Daniel? Moi, c'est... Surtout que il faut dire que tu es de la culture autochtone. Oui. Alors, je suis métisse et ça vient un sujet de discussion une fois de temps en temps. Là, on les amène en haut à la galerie 1 et un peu dans la galerie 2. On a une section pour les soldats autochtones. Mais moi, principalement, je suis dans la galerie Le Breton. Où est-ce qu'on se trouve en ce moment? Oui, exactement. Alors, durant mon service, moi, j'étais mécanicien dans le corps du génie électrique. Okay. Et nous, notre rôle, c'est la réparation de tout l'équipement de l'armée. Alors, moi, je me sens chez moi ici et je peux expliquer de fond en comble l'intérieur et l'extérieur de l'équipement qu'on trouve dans la galerie Le Breton. Mais ça va plus loin que ça, parce que moi, c'est un peu comme Marcel, les gens se présentent ici. Exemple, il n'y a pas longtemps passé, il y a deux jeunes femmes qui étaient ici dans le musée. C'est pas chose anormale. On voit des visiteurs qui viennent d'un peu partout. Alors moi, je leur demande, vous êtes ici pour quoi? Alors là, ils commencent à raconter leur histoire. Et pour une des jeunes filles, son grand-père était un ingénieur durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors moi, tout de suite, j'essaie de faire un repère de l'équipement qu'on a pour répondre à leurs besoins. Alors justement, derrière vous, on a une section d'un Bailey Bridge où les ingénieurs construisaient des ponts. C'est comme un ensemble mécano et son grand-père a travaillé avec cet équipement-là. Alors moi, je les amène, on les présente à l'équipement et c'est là les larmes commencent à sortir. Parce que pour eux, c'est toucher l'histoire, voir qu'est-ce qui s'est passé avec leur grand-père. Une autre fois, une autre occasion, il y avait un petit vieux, un vétéran qui était ici et lui, je lui demande, vous êtes ici, pourquoi? Alors lui, c'était un artilleur durant la Deuxième. Il a fait la campagne de l'Italie. Alors lui, son canon principal, c'était le 25 livres. On a un exemple derrière vous également. Et alors je dis, suivez-moi. Je sais qu'est-ce que je vais vous montrer. Oui, oui. Alors, devant tout notre équipement, on a des barrières et il faut comprendre que lui, il était avec sa poussette parce qu'il était un peu... il y avait un challenge pour marcher, mais une fois planté devant le canon, je lui ai donné la permission de traverser la barrière qui est à peu près d'1,5 pied de hauteur. Il l'a sauté comme un lapin et il était devant, touchait son canon. Wow. Ou un exemple de son canon. Alors, moi, ça me touche le cœur de faire ça et c'est pour ça qu'on est ici, pour mettre de la vie dans l'équipement. Et puis, je vais revenir à Marcel. On va nous rester quelque chose comme 1 minute. Là. Est-ce que toi aussi, tu as une histoire particulière qui t'a touché avec une interaction avec un visiteur ou bien n'importe qui d'autre? Il y a 2 semaines. Ah, 2 semaines, OK. Il y a 2 semaines, l'épouse se sont rencontrés ici après la Deuxième Guerre mondiale. Une histoire d'amour. Elle était belge Okay. et il était hollandais. Oui. Okay? Elle me contait une histoire où son père était, comment on appelle ça, un cordonnier. Okay. Il faisait des chaussures pour le monde de sa rue. Son histoire réelle, c'était que s'il y avait un soldat allemand qui arrivait, elle devait peser sur un bouton. Puis elle me contait l'histoire, comment elle a rencontré ce soldat-là, comment elle a réussi à pousser le bouton afin que le soldat allemand ne voit pas ce qui se passe dans la salle arrière. C'est le genre d'histoire
qu'on reçoit des visiteurs. Excusez. C'est le genre d'histoire qu'on reçoit des visiteurs, puis on est capable de passer cette information-là, comme je viens de vous le dire. Oui, oui, oui. Ça continue de perpétuer l'histoire. C'est ça. Écoutez, à tous les deux, merci beaucoup. Et vu qu'on est dans la galerie Le Breton et que je sais vraiment pas c'est quoi tous ces chars-là, je pense que chacun d'entre vous en a choisi un en particulier, puis vous allez nous en parler. Daniel, on est devant cet appareil-là avec lequel tu as un lien personnel. Parle-nous de ça. Bon, ça, c'est un canon naval de 4 pouces. Il a été utilisé durant la Deuxième Guerre mondiale. Le Canadien Pacifique en a construit beaucoup, mais aussi une usine à Welland, Ontario. Je suis natif de là. Et mon grand-père maternel a travaillé sur cet équipement-là. C'était une fonderie et tout l'effort civil était là pour la fabrique de l'équipement. Alors, pour moi, quand je viens ici à Le Breton, de voir ça, il y a un attachement très, très, très personnel pour ça. C'est très rare qu'on peut trouver de l'équipement comme ça. Alors, pour moi, là, c'est quand même assez spécial d'être ici et de l'avoir. Alors, son esprit est toujours ici avec moi quand je suis en service ici à Le Breton. Alors, quand tu parles de cet appareil-là à des visiteurs, est-ce que tu mentionnes que oui, ton grand-père... Oui, absolument. Il faut bien. Il faut bien. Les visiteurs veulent entendre parler de ça. Oui, ils viennent. Il faut mettre de la vie dans l'équipement ici, parce que sinon, là, c'est juste du matériel. Alors, il faut mettre une meilleure ambiance avec tout ça. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir présenté ton coup de cœur de la Galerie Le Breton. Je pense que je vais aller retrouver tout de suite Marcel, parce que lui aussi, il a un coup de cœur à nous présenter. Alors, Marcel, on est devant ton coup de cœur de la Galerie Le Breton. C'est quoi ça? Ça, c'est le poste de commandement blindé pour les troupes. Le poste de commandement avait responsabilité de donner toute l'information requise pour pour les opérateurs des chars comme ça. Ils se servaient de l'information qu'ils recevaient par radio et passaient cette information-là au personnel qui devait donner les instructions, où faire le tir, et dans quelle angle, et dans quelle distance, pour combien de temps. Je demandais tout à l'heure, là, juste par curiosité, si parmi ces appareils, il y en a qui fonctionnaient, et puis on m'a dit que oui. Donc j'imagine que parmi ceux-là, il y a beaucoup d'histoires que tu as à raconter là-dessus. Et puis on va inviter les gens à venir te retrouver ici au musée, parce que tu vas leur faire un très beau tour. Merci beaucoup, Marcel, pour l'entrevue. Une bonne journée. Et puis pour vous autres à la maison, www.musédelaguerre.ca, c'est le site web à visiter pour avoir toute l'information sur ce qui se passe au musée. Nous, on va prendre une pause, on revient juste après, vous regardez Tout savoir.